Nous sommes à Avignon, le 1er février 2016. Aujourd'hui, il y a une affaire captivante devant les assises. Dans le box des accusés, Jessie Travaglini. Elle est accusée d'avoir étranglé Héloïse Bagnolini. C'est la femme de son amant. Au cœur de cette histoire trouble d'adultère qui passionne la presse, il y a 3 personnages. Jessie Travaglini, la maîtresse, âgée de 30 ans, elle a étranglé sa rivale Héloïse Bagnolini, car Jessie aimait en secret Alain Castel, le compagnon d'Héloïse. C'est un crime passionnel, selon l'accusation. Un couple illégitime, l'amour au bureau, un parfum d'érotisme, le grand frisson de la transgression pour le public. Voici l'homme convoité par les 2 femmes. Aujourd'hui, il est à la fois l'amant de l'accusé et le veuf de la victime. Que va-t-il révéler aux jurés ? En défense ou en partie civile, tous les avocats s'interrogent sur cette tortueuse relation extra-conjugale qui est à l'origine de l'assassinat. Car ici, on s'apprête bel et bien à juger un assassinat commis par une femme sur une autre femme. C'est un crime, selon le code pénal, puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Pour l'avocat de l'accusé, maître Louis-Alain Lemaire, la tâche s'annonce très ardue. Car si depuis le départ sa cliente a reconnu le crime, pour elle, il ne s'agit que d'un accident, d'une simple altercation qui a mal tourné, et absolument pas d'un assassinat. Bonjour à tous, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Alors, confrontation qui aurait dégénéré entre 2 femmes amoureuses du même homme, ou bien piège machiavélique de la part d'une maîtresse qui voulait éliminer sa rivale. Comment va se défendre l'accusé ? À la première suspension d'audience, la mère d'Héloïse, la victime, donc, a déjà son opinion sur ce qui s'est passé. En regardant avec un peu de recul, tout ce qui s'est passé, c'est juste monstrueux. Entre l'assassinat d'Héloïse qui demandait rien. Elle demandait rien, elle demandait juste à vivre avec son fils, c'est tout. C'est tout. Elle demandait rien. C'était pas quelqu'un de compliqué, c'est juste qu'elle avait fondé une famille et voilà, c'est tout. Ça étonne bien évidemment la famille de la victime, puisqu'il y a bien une des 2 qui a été violente. Et pour nous, ce n'est pas Héloïse Bagnolini qui ne s'attendait absolument pas à la venue de l'accusé à son domicile. Donc si l'une des 2 a fait preuve de violence, c'est certainement pas la victime, mais bien la personne aujourd'hui qui est dans le box. Il y avait une véritable intention de tuer Héloïse Bagnolini. Une accusation que dément totalement la défense de l'accusé, maître Lemaire. Ce qu'elle a fait est suffisamment grave, elle a enlevé la vie à quelqu'un, mais il ne faut pas en rajouter en indiquant que c'est volontairement, avec intention, et maintenant avec préméditation qu'elle aurait commis cet acte. Alors, que s'est-il passé pour qu'une mère de famille en vienne à étrangler à mort une autre maman ? Nous voici à Aubignan, c'est juste au pied du mont Ventoux, à quelques kilomètres d'Avignon. C'est une commune de 5000 habitants environ, une bourgade très paisible où il fait bon vivre. Et c'est ici, à la sortie du village, dans ce pavillon coquet, que vivent Héloïse et Alain, ainsi que leur petit garçon de 5 ans. C'était calme, je veux dire, c'était des jeunes, quoi. Il avait pas 35 ans. Oui, il avait une vie tout à fait tranquille, je veux dire. Il faisait pas de bruit tous les 2, là, ils étaient calmes. Claude habite tout près du couple et il lui arrivait, parfois, de croiser Héloïse. Étant voisine, je fais tout le temps le tour avec mon petit chien. Et puis la jeune femme, Héloïse, je la voyais dans son jardin, au bord de sa piscine. Une jeune femme d'une 30aine d'années avec un enfant. Donc je la voyais souvent. Ouais, c'était une jolie blondinette. Très belle femme et paisible, calme, très attachée à son petit, attachée aussi à son mari, à sa famille. Une jeune femme que l'on a toujours décrit comme fragile, assez timide, discrète. Intelligente, très intelligente, elle est diplômée, mais pas très téméraire. Elle est assez casanière, réservée.
Cette mère au foyer qui va chercher tous les jours son petit garçon à l'école vit donc avec Alain Castel. C'est un cadre dynamique et admiré qui travaille au sein d'une multinationale spécialisée dans l'alimentaire, plus précisément au service des ressources humaines. Un chef d'équipe avec beaucoup de charisme. Alain Castel, c'est un ingénieur des arts et métiers qui travaille donc à la société Campbell. C'est un homme qui a l'air assez sûr de lui, qui avait une certaine aura à la société Campbell, qui avait un poste important. Qui est respecté par le personnel, par ses collaborateurs. On pense que c'est quelqu'un d'assez charmeur vis-à-vis de la gente féminine. Le vendredi 11 octobre 2013, alors qu'il est encore au travail, l'homme reçoit un coup de fil assez singulier dans la matinée. Et l'école l'appelle pour lui dire de venir chercher son fils, et notamment le fait que Héloïse ne serait pas allée chercher l'enfant à la cantine. Donc lui, il se pose vraiment des questions à ce moment-là, parce que ça ne correspond pas du tout au comportement d'Héloïse. Trouvant cette situation très inhabituelle, le concubin d'Héloïse décide alors de rentrer chez lui. Alain Castel est inquiet en fait. Sa femme a disparu et sa voiture aussi. Et là, il découvre la maison un petit peu chamboulée, avec des brindilles d'herbe au sol et des traces de sang proches de la salle de bain. Et c'est ça qui va commencer à lui faire comprendre que le pire est peut-être arrivé. Alors, dans sa tête, ça se mélange un petit peu parce qu'il a été victime d'un cambriolage il y a quelques semaines auparavant. Et la première hypothèse, c'est ça, un cambriolage qui a pu mal tourner. Alain Castel prévient immédiatement la gendarmerie, mais personne ne comprend la disparition subite d'Héloïse et la nuit tombe. Le lendemain matin, toujours aucune nouvelle de la disparue. Mais ce qu'ignorent les gendarmes, c'est que depuis la veille, Claude, qui habite à une centaine de mètres du domicile du couple, a remarqué quelque chose d'anormal. Une voiture, mal garée, tout près de chez elle. J'ai trouvé bizarre qu'il y ait une voiture garée sans que mes voisins m'aient dit qu'ils prêtaient la maison, puisqu'on est dans une impasse. Je suis allée me promener avec les chiens, je suis revenue, on est repassé, la voiture n'avait pas bougé et la nuit tombait, donc j'ai trouvé bizarre. La voiture était là, voilà, à cet emplacement, là. Cette voiture, c'est celle d'Héloïse Bagnolini, que l'on cherche partout depuis 24 heures. Vers 10 heures, ça sonne à mon interphone, c'était la gendarmerie, qui me disent « vous pouvez nous ouvrir ». Donc j'ouvre mon portail, ils me demandent si j'ai remarqué la voiture là-bas. Donc je leur dis oui, je leur explique pour quelle raison. Et je leur dis pourquoi, il y a un souci. Et ils me disent oui, il y a un souci, mais on peut rien vous dire. Et je dis c'est grave, ils me disent oui, c'est grave. Et moi j'ai eu comme un flash, je leur ai dit il y a un corps dans le coffre. Malheureusement, l'intuition de Claude se révèle juste. Les gendarmes ne sont pas venus par hasard, c'est la meurtrière qui vient d'avouer. Elle s'appelle donc Jessie Travaglini. Elle a tué Héloïse, la femme de son amant. Dans le village où chaque jour Héloïse Bagnolini venait chercher son fils, c'est plus que la consternation, surtout lorsque le mobile du crime est dévoilé. Un crime passionnel, commis par une autre mère de famille. C'est une histoire d'adultère, on va dire, avec une confrontation entre la légitime et puis la maîtresse. En principe, c'est plutôt la femme trompée qui a envie de se venger. Et là, ça a été le contraire, quoi. Des fois, des affaires de cul, en parlant franchement. Bon, on règle les comptes, chacun part de son côté. Mais bon, de là à tuer quelqu'un pour une affaire de meurtre, d'adultère, quoi. C'est tout complètement con, quoi. Petit à petit, les détails du crime sont révélés au grand public, dans la presse. Mais plus on dévoile l'enquête, plus on s'interroge sur le pourquoi du passage à l'acte. Comment Jessie, mère de famille, mariée, sans aucun passé judiciaire, a-t-elle pu se métamorphoser en tueuse ? Pour tenter de comprendre Jessie Travaglini,
Il faut sans doute s'arrêter ici, à Entraigues, sur la Sorgue. C'est à une dizaine de kilomètres d'Avignon. C'est durant l'été 2001, à l'adolescence, que cette jeune fille discrète et timide a fait la connaissance d'un homme, Jean-François, âgé de 21 ans. Elle avait 16 ans, il était plus âgé qu'elle et la première fois qu'elle l'a vu, elle savait déjà qu'elle se marierait avec lui. La première fois qu'elle m'a parlé de lui, c'est la première chose qu'elle m'a dit. Elle m'a dit tous ses défauts et je lui ai dit c'est mal barré et elle m'a dit ah non, avec lui c'est pour la vie. Et comme ils s'adorent, bien sûr, ils s'unissent pour le meilleur et pour le pire. C'est un joli couple, ils s'aiment, il n'y a aucun souci. Après quelques années, le couple a un enfant, un petit garçon, 5 ans avant le crime. Et elle m'avait dit qu'effectivement, elle comptait en avoir d'autres, que ça tenait d'elle, elle voudrait même faire une équipe de rugby complète. Une équipe de rugby. Car dans la vie, l'Ovalie, c'est la passion de Jean-François, le mari de Jessie. L'homme passe le plus clair de son temps sur les pelouses du centre sportif. Georges, qui s'occupe de l'entretien du stade, comme les autres membres du club, en sait quelque chose. Il était capitaine, c'est un gars bon sur un terrain, ça. Je le voyais jouer, c'est un bon joueur, tout. C'est un très très bon joueur, c'est un excellent entraîneur. La preuve, c'est que maintenant il entraîne Carpentras et que tout le monde le veut. C'est un gars super. C'était un couple tout à fait normal, voilà. Voilà. Elle venait l'épauler. Et bien sûr qu'elle venait, c'est quelqu'un qui était adorable. Jessie pense avoir enfin trouvé un soutien auprès de son mari. Mais en réalité, ce bonheur est un trompe-l'œil. Elle se dit, ça y est, je vais pouvoir un peu m'appuyer sur lui. J'ai une épaule sur laquelle m'appuyer. Et en réalité, c'est pas du tout ce qui se passe. Et c'est encore Jessie Travaglini qui est dans l'obligation de tout prendre en charge. C'est-à-dire sa maison, la gestion de la maison, son enfant, son travail. C'est après la naissance de leur fils que le couple commence à vaciller. Jessie s'investit alors dans son nouveau job, dans la même société d'ailleurs que celle de son futur amant. La jeune chargée des ressources humaines se fait tout de suite remarquer. Au sein de la société, on dira que c'est quelqu'un de dynamique, que c'est quelqu'un de passionné par son métier. C'est quelqu'un qui essaie de faire bien, c'est quelqu'un qui essaie de réussir, quelqu'un qui veut monter en grade, qui souhaite toujours évoluer, mais c'est quelqu'un que ses proches décrivent comme assez opportuniste, arriviste. Il y en a qui ne la supportent pas, parce qu'elle s'habille de façon provocante, elle est assez sexy. Aguicheuse, provocatrice, séductrice, ne serait-ce que par sa tenue vestimentaire. De fait, la silhouette de cette blonde séduisante de 25 ans fait vite tourner la tête des hommes au sein de l'entreprise. Après 10 ans d'une vie de couple qui ronronne, la jeune femme a en fait envie d'autre chose. 3 ans avant le crime, Sexy Jessie tape dans l'œil de son supérieur, Alain Castel. Ils travaillaient tous les deux sur le même palier, dans le même service, puisqu'ils étaient aux ressources humaines tous deux. Et monsieur donc Alain Castel se serait plusieurs fois confié à Jessie Travaglini sur ses problèmes de couple, parce que l'on sait qu'au début de leur relation, les deux traversaient une petite période de flottement avec leurs conjoints respectifs, et ils se seraient progressivement rapprochés. Cet homme qu'elle trouve brillant, intelligent, diplômé, qui a une bonne position dans la société Campbell, va devenir cet homme qu'elle va admirer. Elle rencontre enfin un homme qui va l'écouter, qui va la soutenir, qui va la conseiller, sur lequel elle va pouvoir s'appuyer, qui va lui demander des conseils. Voilà. Et un jour, la relation bascule. Alain Castel n'est plus seulement le mentor de Jessie. Et puis il y a eu une attirance physique, incontestable. L'ingénieur en fait ne peut plus résister au charme de la jeune femme. Alain et Jessie deviennent amants, en secret, au bureau. Un soir, alors qu'ils ont discuté pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, ça se termine effectivement par un bisou, qui est apparemment le déclenchement de leur relation sexuelle. Mais bien sûr, personne ne doit savoir, car les deux amants vivent en couple. Alain Castel décide donc d'instaurer certains interdits.
Alain Castel est clair depuis le début, il lui dit « moi je ne quitterai pas ma compagne, j'aime ma femme ». Ils avaient établi une charte selon laquelle c'était Jessie Travaglini qui devait avoir l'initiative des rencontres. Il ne s'agissait uniquement que de jeux sexuels, sans pénétration. Mon client impose des limites parce que la culpabilité est importante et parce qu'il veut donner l'impression de moins tromper son épouse. Ils ont des jeux sexuels qui, d'après ce qu'on comprend, vont assez loin sans aller jusqu'au bout, disent-ils. Quel est le bout, d'ailleurs, dans ce genre de matière? Et il y a une relation tordue. Pour ne pas être démasqués par leur conjoint, le parking de l'entreprise devient le théâtre de leurs ébats. C'est généralement la voiture, ça dure un quart d'heure. C'est difficile de résister à cette tentatrice, parce que c'est une tentatrice. Alain Castel le confessera d'ailleurs plus tard, c'est Jessie qui l'ensorcelle. On a retrouvé dans son portable des photographies très sensuelles, plus que sensuelles. Il y a un expert qui a dit que c'était pornographique. Je ne trouve pas, mais c'est limite. On va trouver des sextoys dans son bureau. On a l'impression qu'elle a une sexualité débridée. La relation va durer 3 ans. Selon l'amant, Jessie devient de plus en plus envahissante, étouffante même. Elle piste partout son amant, même en vacances. L'histoire du ski, moi je trouve ça incroyable. Ils vont au ski en famille, et comme par hasard, les hasards sont merveilleux, ils se retrouvent à la même station de ski. Donc c'est quand même rarissime de se retrouver exactement à la même station. Moi, je trouve ça très douteux. Lorsqu'elle sait qu'il va dîner avec des clients ou des collègues, comme par hasard, elle va se retrouver dans le restaurant à côté ou sur une table à côté le soir. Elle se fait amie avec des relations du couple. Pour les avocats de la partie civile, un tel acharnement montre à quel point Jessie était éprise de son ingénieur. Oh, moi, je pense que Jessie Travaglini était éperdument amoureuse d'Alain Castel. On le sait parce que sa meilleure amie a été entendue et qu'elle l'a décrit comme éperdument attachée à cet homme. Elle est passionnée. Et quand on est passionné, on fait des trucs incroyables pour être avec l'autre. Parce qu'on a besoin de lui, on a besoin de le voir, on a besoin de le sentir, on a besoin de parler avec lui, on a besoin d'être avec lui, de faire l'amour avec lui le plus souvent possible, mais on a besoin de le voir. Au bout de 3 ans, Alain Castel veut mettre un terme à cette liaison car il va quitter Avignon, avec femme et avec enfant. Il était question qu'il déménage, qu'il quitte la région pour aller s'installer, je crois, en Bretagne avec son épouse et avec son enfant, certainement en partie pour fuir cette tentatrice. Et le couple s'était remis dans un processus d'obtenir et d'avoir un second enfant. Jessie s'est-elle sentie trahie, abandonnée? Est-ce le départ de son amant qui sera le déclencheur du crime? Elle s'est fait un film en pensant que s'il n'y avait plus Marival, la place était libre, tout simplement. Vendredi 11 octobre 2013, à Aubignan. C'est une belle matinée d'automne. Héloïse rentre du supermarché. La mère de famille n'a pas une minute à perdre. Elle doit préparer à dîner, ses parents doivent passer, il faut garer la voiture et décharger les courses. Héloïse Bagnolini est seule chez elle, elle est dans sa cuisine. Elle a déposé son fils à l'école tôt dans la matinée. Elle vient de rentrer chez elle quand Jessie Travaglini se présente à son domicile. Héloïse Bagnolini lui aurait dit qu'elle était au courant donc, de sa relation avec son époux. La discussion s'envenime très rapidement et les 2 jeunes femmes en viennent aux mains. Héloïse aurait eu le dessus sur elle, elle l'aurait empoignée, fait basculer. À un moment donné, Jessie Travaglini se retrouve dos à la porte d'entrée et face à elle, il y a un couloir et elle le voit comme la seule échappatoire possible. Elle fonce dans ce couloir, qu'elle essaye un petit peu toutes les poignées de porte, que toutes les portes sont fermées à clé et que seule la porte de la salle de bain est ouverte. Elle va se réfugier à l'intérieur. On aurait réussi à mettre Héloïse à terre
à plat ventre, à la maintenir en se mettant à genoux sur elle. Elle se serait alors emparée d'une serviette qu'elle a passée autour de son cou, comme on fait, j'allais dire malheureusement, pour essorer un linge. Jessie n'appelle ni la police, ni les secours. Au contraire, elle fait croire à une disparition volontaire d'Héloïse. Elle prépare donc des valises qu'elle va installer dans le coffre de la voiture de la victime. Elle appelle l'école, se fait passer pour Héloïse Bagnolini, prétexte une panne et qu'on garde l'enfant à la cantine, le mari étant en déplacement et personne ne pouvant venir le chercher. Elle va ensuite utiliser le téléphone d'Héloïse Bagnolini pour envoyer des messages à Alain Castel en lui disant qu'elle ne se sent pas très bien, qu'elle a besoin de prendre le large, qu'elle a besoin de calme. Et elle gagne du temps, à mon sens, pour faire disparaître le corps. Puis, la tueuse cache le corps d'Héloïse. Jessie Travaglini a tiré le corps de la salle de bain jusqu'à l'extérieur de la maison. Le coffre de la voiture d'Héloïse Bagnolini était ouvert. Elle a fait basculer le corps dans le coffre de la voiture. Jessie Travaglini quitte alors les lieux en empruntant le véhicule de celle qu'elle vient de tuer, avec son cadavre dans le coffre. Une voiture qu'elle ira garer dans un lotissement, à 100 mètres à peine de la scène du crime. La tueuse se débarrasse ensuite du téléphone d'Héloïse, de l'arme du crime, la serviette et aussi d'autres objets compromettants. Elle jette tout ça dans le Rhône. Le soir, Jessie passe une soirée entre amis. Elle passe quand même une soirée que tout le monde décrira de normale. Certains diront qu'elle est un peu absente, mais on n'a pas quelqu'un qui est abattu, qui est terrorisé parce qu'elle sait depuis 12 heures que sa rivale n'est plus là, et par sa faute. Après une nuit de sommeil, Jessie prend la route. Dès le lendemain matin, à 9h, Jessie Travaglini se rend chez son père. Elle lui informe qu'elle a tué une femme, et cette femme, c'est Héloïse Bagnolini. Elle lui demande de l'aide. En gros, c'est viens, je ne sais pas ce qui. J'ai été agressé, je n'ai fait que me défendre. Que dois-je faire? Mon père, sachant pas quoi faire, a dit à ma sœur il faut appeler la police. On a mon cousin qui est officier de police judiciaire. Donc mon père l'a appelé en lui expliquant. Et il lui a dit j'appelle les gendarmes, tu gardes Jessie avec toi et j'arrive. Cindy apprend alors que sa sœur vient de tuer une autre femme par accident. Ma sœur avait eu une altercation, ça s'était mal terminé, la personne était décédée. Ça me paraît complètement impossible. Ça lui aurait même pas effleuré l'esprit. Ne serait-ce que lever la main sur quelqu'un. Donc avoir des gestes envers une personne qui pourrait lui donner la mort, c'est invraisemblable. Alertés, les gendarmes vont chercher Jessie Travaglini qu'ils placent en garde à vue. Durant l'interrogatoire, la jeune femme répète qu'elle est absolument désolée, elle n'a jamais voulu en arriver là. Jessie Travaglini a toujours soutenu depuis le départ qu'elle avait agi par légitime défense et que ce jour-là, c'était soit elle, soit sa victime. Jessie Travaglini est mise en examen pour homicide volontaire et écrouée. Mais rapidement, les enquêteurs et la famille d'Héloïse s'interrogent sur la version de la jeune tueuse qui a agi avec un sang-froid stupéfiant. Imaginons qu'elle ne soit pas venue pour tuer Héloïse Bagnolini. Et qu'elle la tue quand même, parce que ça en est sûr d'une chose, c'est qu'elle l'a tuée. Qu'est-ce qu'elle fait? D'abord, elle vérifie que vraiment elle est morte. Elle appelle les pompiers en urgence, un médecin, pour essayer de la sauver. Puisque si elle dit, je ne l'ai pas fait exprès, tout ce qu'elle a raconté. Elle se garde bien de faire ça. Pourquoi elle ne s'arrête-t-elle pas? Pourquoi n'appelle-t-elle pas les secours lorsque Héloïse est en train de perdre souffle? Si on a peur pour sa vie, on peut étrangler un moment. Mais une fois que la personne commence à ne plus réagir, on s'arrête et on part. Autre problème, Jessie prétend avoir été contactée la veille par Héloïse pour qu'elle vienne chez elle. Il a été prouvé que ce coup de fil n'existait pas, mais de toute façon, il ne pouvait pas exister, parce que ça n'a aucun sens. On ne voit pas cette jeune femme qui est calme, qui a une vie de famille apaisée, qui aime son mari, qui veut partir avec lui dans une autre région, qui veut encore avoir un deuxième enfant. On ne la voit pas téléphoner en pleine nuit
ce qui serait sa rivale. Voilà, c'est ce qui nous choque, parce que Héloïse ne l'a pas invitée chez elle, et on n'invite pas d'ailleurs la maîtresse de son mari à son domicile, on l'invite encore moins lorsque l'on est en train de déballer les courses. Autre interrogation, pourquoi donc en pleine nuit, Héloïse aurait-elle tenté de joindre Jessie ? Héloïse ne savait pas, à notre connaissance, que son mari l'a trompée. Pour les enquêteurs, Jessie n'était donc pas invitée. Et si le rendez-vous n'existait pas, cela pourrait donc être un assassinat, un crime préparé longtemps à l'avance, et les enquêteurs dénichent des éléments manuscrits qui vont dans ce sens. Jessie décide de poser une journée complète de congé sur ce 11 octobre. Personne n'est informé qu'elle est en congé. Une journée de RTT pour commettre un crime, et il y a plus troublant. Un choker. Un appareil qui envoie en fait des décharges électriques. 3 semaines avant le crime, Jessie est allée acheter cet objet un peu étrange en cachette à 1 heure de chez elle. Elle l'avait en sa possession lorsqu'elle a rencontré Héloïse et elle l'a également jeté dans le Rhône avec la serviette de bain qui a servi à étrangler la victime. Alors pourquoi n'a-t-elle rien dit là-dessus? Et à quoi peut servir un tel appareil? C'est la question que nous avons posée à cet armurier. Alors là, c'est ce qu'on appelle un choker ou un taser électrique. On appuie sur le bouton on, la petite lumière s'allume. On peut aveugler la personne avec l'interrupteur qui est ici, puisque celui-ci est équipé d'une LED. Et sinon, on appuie sur le bouton et il y a un arc électrique qui va se produire entre les 2 diodes, qui est un arc qui fait en plus beaucoup de bruit. Ce sont des produits qui sont en vente libre. Et donc, ça choque, c'est le terme. Et donc, on est un peu pris de tétanie, de petite paralysie provisoire. C'est une arme. C'est une arme. Et on va avoir du mal à comprendre, elle aura beaucoup de mal à expliquer les raisons pour lesquelles elle l'a acheté. Pour les enquêteurs, Jessie n'a rien d'une mère de famille qui aurait tué accidentellement. Aux yeux des gendarmes, la version de la légitime défense ne tient plus. Ce qu'elle invente pour faire croire qu'elle a été agressée par la victime, il n'y a rien qui tient. Le coup de téléphone, l'horaire d'arrivée, tout ce qu'elle raconte est complètement impossible. Il y a des gens qui échafaudent des plans parce qu'ils croient que ça va marcher. Ils sont sûrs que ça va marcher. Comme elle pense qu'elle le tient, au moins sexuellement, voire peut-être un peu plus sentimentalement, elle pense qu'elle a du pouvoir sur lui. Et elle pense qu'il faut abattre le seul obstacle qu'il y a entre elle et Alain. C'est un crime passionnel, il faut qu'elle accepte de le dire, ça, que c'est un crime passionnel. Elle va tuer sa rivale. À la cour d'assises, toute la question maintenant est de savoir si l'accusé va passer ou non aux aveux. Dans l'assistance, une femme attend cela avec beaucoup d'impatience. Une mère, déchirée entre incompréhension, chagrin et besoin de vérité. C'est Sophie, la maman d'Héloïse Bagnolini, la victime. Ça peut être qu'un assassinat, elle pouvait pas se défendre, elle n'était pas capable d'eux. Et c'est pas que ce soit quelqu'un de pas dynamique, c'est pas la question, mais je pense qu'elle s'y attendait pas et voilà, c'est juste une horreur. Je me refais le film d'Héloïse attaquée, etc. Et je suffoque comme elle a dû suffoquer. Enfin, c'est juste monstrueux. Donc, comme disait mon fils il n'y a pas si longtemps, non seulement elle a détruit la vie d'Héloïse, mais en plus elle nous a détruits parce que vous en remettez jamais. Jamais. Face à la mère de la victime, Jessie répète que c'est Héloïse qui l'a agressée en premier. La mère écoute donc avec beaucoup d'attention ce que raconte l'accusé. Mais plus l'audience avance, plus la thèse de l'assassinat est renforcée par les experts. Elle dit qu'elle vient au rendez-vous directement avec sa voiture, c'est pas vrai. On trouve des relais ailleurs, elle a attendu. Elle s'est coincée au carrefour Rossi, où elle a attendu pendant au moins une demi-heure, avant de se décider à y aller. Elle y va à un moment où il est exclu qu'Héloïse lui ait donné rendez-vous, donc elle a préparé quelque chose, même si c'est pas des grands préparatifs, elle n'y est pas allée par hasard. La déposition du médecin légiste est accablante pour l'accusé, car l'expert explique qu'il faut un certain temps pour étrangler à mort une personne. Et vous ne
pouvez pas aujourd'hui me soutenir que vous avez peur et que c'est la raison pour laquelle vous étranglez pendant au moins 5 longues minutes une personne qui est allongée sur le ventre, qui ne peut plus vous faire de mal. Au lieu de partir, au lieu d'appeler les secours, vous continuez. Cette version ne tient pas une seconde. Malgré certaines expertises qui contredisent l'accusé, Jessie s'accroche à sa version du drame accidentel. C'est une attitude qui exaspère les parties civiles. À la suspension d'audience, la maman d'Héloïse est dégoûtée par un tel déni. On a en face de nous quelqu'un qui malheureusement n'a pas de contradicteur, parce qu'à mon grand désespoir, Héloïse n'est plus là. Mais globalement, il n'y a que sa vérité et Héloïse n'est pas là pour témoigner. C'est juste monstrueux. De ce que l'on a pu voir, c'est un tissu de mensonge. C'est réellement un tissu de mensonge. Jessie Travaglini est accusée de mentir dès qu'elle ouvre la bouche. Pourtant, lors des débats, l'un des éléments clés de l'accusation qui démontrerait l'assassinat s'effondre comme un château de cartes. C'est le choker, présenté par certaines parties civiles comme une arme achetée par l'assassin avant le crime pour neutraliser la victime, mais en fait, ce n'est pas le cas. Je voudrais bien qu'on me sorte une décision d'une cour d'assises ayant condamné quelqu'un pour assassinat sans arme. Je voudrais bien voir, parce que ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Elle est arrivée les mains dans les poches. Il y a ce fameux choker, mais qui n'est pas du tout une arme létale, ni rien du tout. Donc elle arrive les mains dans les poches et on la poursuit pour assassinat. Voilà. La défense peut se réjouir, car il y a un autre point en faveur de l'accusé. Jessie n'a jamais fait preuve de violence avant le crime. C'est pas une personne qui aime les conflits, au contraire elle les fuit. Dès qu'elle voit qu'il y a des gens qui se disputent, elle le supporte pas, ou elle essaie d'arranger, de tempérer les choses. Donc je peux même pas imaginer qu'on peut torsader une serviette comme elle l'aurait fait. Donc je pense vraiment que c'est vraiment la peur qui a pu lui faire un geste pareil. Et très sincèrement, à mon avis, elle a simplement voulu la neutraliser et attendre qu'elle arrête de se débattre pour calmer le jeu et pour que les choses puissent revenir dans l'ordre et qu'elle puisse vraiment discuter. La défense semble alors gagner des points, mais elle va surtout sidérer le public et les jurés, car les défenseurs de l'accusé, tels des illusionnistes, escamotent le mobile du crime. Ce n'est pas un crime passionnel. Si c'était un crime passionnel, elle l'aurait dit, ce n'est pas du tout un crime passionnel, ce sont des violences qui malheureusement se sont mal terminées et sont débouchées sur ce que nous connaissons malheureusement, mais ce n'est pas un crime passionnel, c'est un crime passionnel, elle serait allée volontairement pour aller éliminer sa rivale, la femme de son amant. Or c'est pas le cas, puisque lui a dit qu'il ne quitterait jamais sa femme et qu'il de toute façon ne voudrait jamais vivre avec elle, et elle avait dit, compte tenu de sa façon de vivre, je ne veux pas vivre avec lui non plus, bien entendu. Donc ce n'est pas un crime passionnel. Dans son box, Jessie enfonce le clou. Pour elle, ce serait une erreur de chercher du sentiment entre les deux amants. Quand elle me parlait de lui, elle avait plus un sourire, mais plus joueur d'une expérience, voilà. Mais elle m'a jamais dit qu'elle était amoureuse de cet homme. Puisque je vous dis, elle me disait qu'elle avait trouvé un équilibre avec lui justement, mais sur ce côté où il discutait beaucoup, où ça complétait ce qui lui manquait dans sa vie de couple, tout simplement. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient dans une période de bas avec son mari et que, voilà, certes, ça a duré plusieurs années, mais pour moi, ça ne veut rien dire. Pas de crime d'amour. Le pari est risqué, car l'accusé est poursuivi tout de même pour assassinat et c'est puni de la perpétuité, alors que si c'est passionnel, c'est très différent. Actuellement, un crime passionnel bien défendu, bien plaidé, bien expliqué, devant une cour d'assises un petit peu complaisante, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Mais alors, pourquoi Jessie choisit-elle de prendre tous les risques? Cet homme a peut-être la réponse. Lorsque les jurés vont l'entendre déposer dans un instant, il risque d'être sacrément surpris, car ce témoin va dévoiler à la cour que ce n'est pas la première fois que Jessie rencontre l'épouse de son amant. Il le sait très bien, lui aussi a eu une liaison avec Jessie dans la même société. Cet homme est la coqueluche de la société, il sera décrit comme ça, comme le bellâtre, pardonnez-moi de parler ainsi, de la société. Toutes les femmes en sont plus ou moins folles. Elle va chercher à la voir, elle va la voir. Est-ce que quelqu'un est venu témoigner? Il y a des choses très proches de ce qui nous occupe, avec des relations sexuelles qui ne sont pas allées au bout non plus. Pareil, donc c'est bizarre. Et on retrouve ça dans les deux cas.
Comme dans l'affaire avec Héloïse, Jessie va rencontrer l'épouse trompée. La seule différence, cette fois-ci, l'entrevue se déroule dans un café. Et le discours que va tenir la maîtresse semble totalement surréaliste. Elle est arrivée très sûre d'elle, tout de suite. Jessie Travaglini lui a indiqué, de toute façon, tu n'aimes pas ton mari comme tu devrais l'aimer, moi je l'aime plus que toi, tu ne sais pas t'en occuper, moi je le comprends, toi tu ne le comprends pas. D'un air de dire, il va te quitter pour moi. L'épouse a pris ça pour un affront assez important. Elle a été assez décontenancée dans la mesure où elle ne s'imaginait pas que la maîtresse qui rencontrait l'épouse allait lui dire « mais c'est moi qui vais gagner ». Elle rencontre une femme qui est bien plus mature, qui a de la répartie et qui ne donnera pas plus d'importance à ses propos. Ça se termine bien, puisque Jessie Travaglini n'aura plus de relation avec ce monsieur, et que la dame qui est forte le lui a bien fait comprendre. Une autre rencontre maîtresse-épouse trompée, sans aucune violence donc. Pour la défense, ce précédent démontre que Jessie peut briser les ménages, mais ce n'est pas un assassin qui supprime les femmes de ses amants. Reste à entendre le témoin crucial, Alain Castel, à la fois veuf et amant. Pour lui, cette affaire est une déflagration. À la barre, d'ailleurs, il n'accable pas sa maîtresse. Il aimait sa compagne, mais n'aurait, à l'entendre du moins, pas su ou pu résister à la tentatrice. Mais l'amant dit-il toute la vérité sur la nature de la liaison et sur sa personnalité? C'était un séducteur, on est bien d'accord. Il a eu quelques autres aventures, en plus de Jessie Travaglini, bien sûr. Au sein même de la société? Avec une personne de la société, oui. Oui. Séducteur, monsieur l'ingénieur, et donc pas forcément aux ordres d'une blonde émoustillante, comme il le jure. Et il prétend que c'est Jessie Travaglini qui venait constamment le relancer. Il a même dit qu'elle était collante. Oui, sauf que un des chefs, un des supérieurs hiérarchiques de tout ce beau monde à la société Campbell est venu dire à la barre de la cour que il voyait très souvent Alain Castel venir dans le bureau de Jessie Travaglini, avec laquelle il parlait pendant de très très longues minutes. Donc c'est pas Jessie Travaglini là qui était collante, c'est plutôt Alain Castel qui venait la voir à son bureau. Quelques semaines avant le drame, Alain Castel invitait encore sa maîtresse à son propre domicile. Je crois qu'on ne peut pas non plus dire qu'il était harcelé. S'il l'avait été, il n'était pas obligé de l'inviter chez lui. Pour l'avocat de la défense, Alain Castel ne serait donc pas une innocente victime. Et ce serait lui, et non pas Jessie, qui aurait joué avec les nerfs de sa partenaire jusqu'à la faire craquer. Je reproche à Alain Castel d'avoir créé, d'avoir mis Jessie Travaglini dans l'état psychologique et sexuel dans lequel on la trouve dans le cadre de ce dossier. Mais c'est vrai que cette façon de jouer ce jeu de on va jusqu'au Parthénon, mais aux portes du Parthénon, on reste dehors, c'est évidemment pas facile. Et peut-être que ça a entretenu et ça a développé une attirance ou une excitation encore, ou un intérêt encore plus grand de la part de Jessie Travaglini pour Alain Castel. Lui, il l'a toujours tenu un petit peu à distance tout en profitant. Mais c'est pervers. Conclusion, les jurés auraient tort de penser, comme la presse d'ailleurs, que l'affaire se résume à un torride plan sexe orchestré par une aguicheuse. Castel, il est très gêné. Il ne peut pas dire qu'il aimait cette femme parce qu'il est responsable quelque part, de manière très éloignée, bien sûr. Moi, je n'ai jamais dit qu'il était responsable de la mort de sa femme. Mais enfin bon, il est très gêné. Donc il a tout intérêt à dire qu'il ne l'aimait pas, qu'il avait des relations éloignées avec elle, etc. Moi, je crois que ce n'est pas vrai. Nous sommes sceptiques sur la nature de leur relation. Nous avons d'énormes doutes parce que l'on sait qu'ils se sont vus quand même très régulièrement et pendant 3 années. Il faut qu'ils arrêtent de nous raconter des sornettes.
Tel est le paradoxe de ce procès. Tout le monde reste persuadé qu'il s'agit d'un crime passionnel. Mais à l'audience, du côté des deux amants, motus et bouche cousue sur la passion. Pour Jessie, qui adore son mari, Alain ne serait qu'une aventure sans lendemain. Et pour Alain, qui a perdu Héloïse, la femme de sa vie, Jessie ne serait qu'une passade. Mais s'il ne s'agit que d'amourettes sans intérêt, pourquoi un assassinat aussi barbare? La vérité sur l'affaire risque de passer à la trappe. Mais ce qui s'est passé dans la villa d'Alain Castel, vous le saurez jamais, et moi non plus. Malgré tout, il faut punir. C'est à l'accusation de parler. Pour l'avocat général, Jessie Travaglini a commis un assassinat. Son réquisitoire est carré, il a l'intelligence de ne jamais parler de morale. Mais la peine réclamée par le magistrat est très lourde, 30 ans de réclusion criminelle. Après le réquisitoire, Cindy, la sœur de l'accusé, est très remontée, exaspérée par ce qu'elle vient d'entendre. Son avocat essaye de l'apaiser. Tout à l'heure, ce sera le verdict. Est-ce que vous comprendrez si jamais les jurés suivent les réquisitions, c'est-à-dire 30 ans? Non. Non, je ne le comprendrai pas du tout. Je pense que nos avocats ont été suffisamment clairs et ont bien expliqué les choses. Ils ont bien rétabli la vérité et si les jurés partent sur ce chemin-là, ils se trompent complètement. Votre sœur, c'est tout sauf une criminelle. C'est certain. C'est mon père qui l'a dit et je confirme et je suis complètement d'accord. Cindy fait encore confiance à sa sœur, mais du côté des victimes, plus personne n'accorde le moindre crédit à la version de Jessie. Elle ne respecte pas la famille de la victime, elle ne respecte pas sa propre famille, elle ne respecte pas la société. Il n'y a aucun remords lorsque vous adoptez cette attitude. Et malheureusement, face à une attitude aussi butée que celle de Jessie Travaglini, qui s'est enfermée dans ce mensonge depuis 2 ans et demi, il n'y a que la sévérité qui peut être requise par monsieur l'avocat général. L'avocat général dit même que le mobile, c'est pas tellement intéressant. Parce que comme elle n'en donne pas, on est obligé, nous, d'improviser, de broder sur un mobile, mais elle ne le fournit pas. À partir du moment où elle adopte ce système de défense, elle se met dans une position à permettre à l'avocat général de monter les réquisitions et aux jurés de le suivre. Alors, que vont faire les jurés? C'est à eux désormais de trancher dans cette affaire illisible où chacun dit tout et son contraire. Durant des heures, les deux clans attendent. D'un côté, la famille de la victime et un peu plus loin, la famille de l'accusé. Il est minuit passé quand tout le monde est invité à regagner la salle d'audience. Pour entendre sa sentence, l'accusé s'est levé. C'est l'heure du verdict. Un verdict qui fait pleurer la mère d'Héloïse. Elle s'effondre après 3 jours de débat. La maman de la victime écœurée par les réponses de l'accusé sur la mort de sa fille. C'était un bloc qui contestait même les preuves les plus évidentes. Enfin, c'est des trucs qui sont incompréhensibles. C'est des comportements que je ne peux pas comprendre. Le verdict non plus, on ne peut pas le comprendre. On réclame des explications aux juristes, à l'avocat général, car le jugement, en fait, est alambiqué. D'abord, les jurés ont décidé que Jessie Travaglini n'était pas un assassin, qu'elle n'avait pas préparé son crime. Mais ils l'ont tout de même condamnée pour meurtre au maximum, c'est-à-dire à 30 ans de réclusion criminelle. La sœur de l'accusé, Cindy, a les larmes aux yeux. Hors d'elle, elle quitte la salle immédiatement. Quant aux avocats, ils essayent d'expliquer l'incompréhensible. Il y a une dureté derrière la peine qui a été prononcée qui est un peu inattendue, parce que juridiquement, il donne raison à la thèse de la défense qui consistait à enlever la préméditation, et il l'enlève. Donc ils suppriment, mais ils mettent le maximum de la peine accessible pour l'homicide. C'est le maximum, là. On est au plein. On ne peut pas aller plus haut. Ça fait longtemps que vous fréquentez des cours d'assises. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Jamais. Le mari de Jessie ainsi que ses parents partent sans un mot. La mère a du mal à marcher.
Du côté de la partie civile, on tente de trouver une explication à ces 30 années de prison. Et si elle avait dit aux jurés, à nous, aux parties civiles, que c'est un crime passionnel, qu'elle aimait Alain Calvet. Alors arrêtez, s'il vous plaît. Ça, je savais que j'allais avoir un problème avec elle. Mais bien sûr, c'est normal. Je vous ai entendu tout à l'heure, et même à moi, vous me l'avez dit que 30 ans, c'était trop. Alors ne mentez pas. Je suis en train de dire la même chose. Je suis en train de dire la même chose, madame. Quittez la salle et ça ira aussi bien. Jessie Travaglini a annoncé son intention de faire appel. Pour l'avocat de la défense, cette affaire singulière n'aura pas seulement détruit la vie d'Héloïse Bagnolini. C'est un drame humain pour... moi, je le dis franchement parce que je suis très attaché pour ces deux petits-enfants, l'un comme l'autre. L'un verra plus jamais sa maman et l'autre la voir dans un parloir une demi-heure tous les 15 jours par semaine. Voilà, c'est terrible à ce niveau-là. Voilà. Comme quoi le jeu des adultes, c'est les enfants qui en supportent les conséquences.